On commence, on va faire aujourd'hui un cours très intéressant. C'est Oui, les maintenant je urgences vous entends. vasculaires, ischémie aiguë du membre inférieur. Ischémie artérielle aiguë du membre inférieur. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu يتكوبا m'entends? الحكيم. Hein? يتكوبا لسان الحكيم. أنا نسمع فيك برك، أنا نسمع فيك. Donc tu m'entends? Oui, oui, oui. Donc on commence. Oui, on peut commencer. Donc l'ischémie aiguë se définit comme l'arrêt brutal du flux artériel au niveau d'un segment de membre ou tout le membre. Elle compromet à la fois le pronostic fonctionnel du membre et même le pronostic vital en dehors de tout traitement urgent. Donc, l'ischémie aiguë du membre constitue une urgence vasculaire. Le diagnostic, il est clinique, c'est-à-dire il ne faut jamais retarder la prise en charge thérapeutique par les examens complémentaires. Donc, les examens complémentaires sont souvent peu de place et peuvent être préjudiciables. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Donc, comme vous voyez ici, c'est la vascularisation du membre inférieur assurée par l'artère fémorale commune qui donne deux branches. L'artère fémorale profonde qui assure la vascularisation des cuisses et l'artère fémorale superficielle qui va assurer la vascularisation à la fois de la jambe et du pied. Pour les étiologies, l'étiologie principale des ischémies aiguës, c'est les embolies. La première cause d'ischémie aiguë du membre, donc 90% des cas, l'origine est cardiaque. Les causes sont l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, l'édème, anévrisme cardiaque, endocardite bactérienne, myxome, les thromboses des valves cardiaques mécaniques. Donc le thrombus se forme au niveau du cœur, puis se détache. Quand l'accident embolique va se compliquer d'une ischémie aiguë du membre. Origine extracardiaque se voit dans 5 à 10% des cas. Les causes sont les anévrismes artériels, les lésions intermateuses ulcéro-vegetantes, les prothèses thrombosées, l'embolie paradoxale qui se voit chez les patients porteurs de communication, par exemple interauriculaire ou ventriculaire. Donc, suite à la migration d'un thrombus veineux, le passage à travers le shunt cardiaque, puis la migration au niveau de l'axe artériel des membres. Embolie septique, des complications d'un cathétérisme artériel, par exemple, lors du cathétérisme cardiaque, par exemple, lors d'une coronarographie, les cathés peuvent détacher des plaques d'athérome dont l'embolisation va engendrer une ischémie aiguë du membre, les tumeurs de l'aorte. Et dans 5 à 10% des cas, la cause est idiopathique. Deuxième étiologie, c'est la formation de thrombose artérielle.
Occlusion d'artère athéromateuse, c'est par exemple la rupture du plaque UC au niveau d'une artère va engendrer la formation d'un thrombus intra-artériel et thrombose des anévrismes. Généralement, les anévrismes, l'évolution des anévrismes se caractérise par la formation des thrombus in situ. Enfin, les thromboses dépendent, c'est-à-dire, par exemple, les patients atteints d'une artériopathie chronique des membres inférieurs, ayant bénéficié d'une revascularisation par un pontage, le pont peut se thromboser et la conséquence est l'ischémie du membre. Il y a d'autres causes comme les causes médicamenteuses. Certains médicaments sont incriminés dans les ischémies aiguës comme les drogues vasoactives injectées intra-artérielles, les produits sclérosants veineux, comme pour le traitement des varices ou les varicosités, l'injection de barbiturique, compression extrinsèque, par exemple du masque, du moral, qui va engendrer l'arrêt du flux du membre. Les états d'hypercoagulabilité sanguine, comme les tumeurs du sang, les néoplasies, les pustules érythrématodisséminées, déficit en facteurs d'hémostase, comme l'antithrombine 3, le déficit en protéine C ou protéine S. Quelques cas particuliers, traumatisme vasculaire, donc par section artérielle directe, ou les dissections aortiques, qui peuvent être statiques ou dynamiques. Dissection, c'est une urgence en chirurgie cardiovasculaire qui nécessite une prise en charge en urgence. Pourquoi on a une ischémie? Puisque la rupture de la paroi artérielle, le flap intimal, c'est lui qui va obstruer la lumière artérielle, entraînant l'arrêt ou l'interruption du flux au niveau de l'axe artériel. Physiopathologie, la gravité de l'hypoperfusion du membre dépend de 4 paramètres. La circulation collatérale, plus la circulation collatérale elle est développée, plus le retentissement elle est moins important. Et généralement, on trouve la circulation collatérale chez les sujets âgés ayant déjà des lésions au niveau des artères. La pression artérielle systémique, plus elle est augmentée, moins on a des conséquences au niveau de la perfusion des organes. La qualité du réseau artériel d'aval. Enfin, l'affection causale. L'étiologie peut être un paramètre de pronostic. La tolérance à l'ischémie de différents tissus est variable. Les nerfs, 2 heures. Les muscles ont généralement 6 à 2 heures. La peau, c'est de 24 à 2. Quelles sont les conséquences de l'ischémie? L'ischémie entraîne la conversion en métabolisme anaérobique. Les conséquences bénéfiques, c'est la préservation de la viabilité des membres, mais il y a des conséquences néfastes. Les métaboliques toxiques engendrés suite au passage au métabolisme anaérobique, comme la myoglobine, les radicaux libres, le potassium et l'acide lactique, qui peuvent entraîner une défaillance multiviscérale. Donc, pour les conséquences locales, l'anoxie musculaire entraîne une vasodilatation capillaire qui va donner un œdème interstitiel. Ce dernier est responsable d'une stase veineuse et lymphatique. La stase veineuse et lymphatique va majorer l'œdème interstitiel. Les conséquences générales, on a un état de choc hypovolimique par exudation plasmatique lié en donnant l'œdème interstitiel, libération de métabolites toxiques, l'hypercalémie qui va donner des troubles cardiaques, la myoglobinémie et la myoglobinurie entraînent un tableau d'insuffisance rénale, l'acidose métabolique entraîne, comme on a déjà dit, une défaillance multiviscérale, et enfin les radicaux libres vont entraîner une destruction tissulaire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez répéter la physiopathe? Oui. Pour la physiopathologie, donc on a l'ischémie aiguë, donc on a une hypoperfusion des organes, du membre. Donc, dont la gravité dépend de 4 paramètres. La circulation collatérale. Généralement, la circulation collatérale est développée chez les sujets âgés ayant déjà des lésions artérielles préexistantes. Pression artérielle systémique. Plus la pression artérielle systémique elle est importante, on a moins de lésions au niveau du membre. Donc, il y a du flux au niveau du membre. Qualité du réseau artériel d'aval, c'est ça pour la prise en charge généralement chirurgicale. Le chirurgien, lorsqu'il fait un pontage, il exige tout le temps que le réseau artériel d'aval, c'est-à-dire le réseau qui se trouve en aval du siège de l'obstruction. Le réseau artériel doit être sain. Puisque si le réseau artériel est malade,
Donc, généralement, le résultat chirurgical est médiocre en post-opératoire. Et en dernier lieu, c'est l'affection causale. Donc, ça dépend de l'étiologie. La tolérance à l'ischémie des différents tissus est variable. Donc, les nerfs sont les plus sensibles dans les manifestations apparaissent à 2 heures après l'obstruction. Les muscles, en deuxième rang. Et enfin, la peau, dans les manifestations cutanées, apparaissent après 24 à 48 heures. Donc, l'ischémie aiguë entraîne le passage du membre en métabolisme anaérobique avec des conséquences bénéfiques, c'est la préservation de viabilité du membre. Donc, le membre, on a prolongé la durée de vie du membre grâce au passage au métabolisme anaérobique, mais ce passage entraîne des conséquences néfastes comme la production de métabolites toxiques, comme la myoglobine liée à la nécrose du muscle, les radicaux libres, le potassium et l'acide lactique. Les conséquences, on a à la fois de doubles conséquences, locales et générales. Locale, l'anoxie musculaire entraîne une vasodilatation capillaire. Cette vasodilatation capillaire va donner un œdème interstitiel lié à l'augmentation de la pression interstitielle. L'œdème interstitiel a comme conséquence une stase veineuse et lymphatique. Donc, la stase veineuse et lymphatique va aggraver davantage l'œdème interstitiel. Pour les conséquences générales, on a un état de choc hypovolimique par oxydation plasmatique. Donc, l'hypovolémie est secondaire au passage du liquide vers l'interstitium. La libération des métabolites toxiques va donner, comme l'hypercalémie, va donner des troubles cardiaques. La myoglobine va donner une insuffisance rénale, puisque la myoglobine elle est très toxique au niveau des tubulures rénaux. L'acidose métabolique entraîne une défaillance multiviscérale de tous les organes. Les radicaux libres vont entraîner une distension tissulaire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, l'ischémie aiguë sur urgence vasculaire, dont le diagnostic repose sur la clinique. Il ne faut jamais retarder ou bombarder le malade par des examens complémentaires. Donc, après avoir confirmé le diagnostic par un bon examen clinique, il faut orienter le malade vers un traitement chirurgical en urgence. Jamais orienter le malade vers faire des examens complémentaires, écho-doppler des membres ou là où on scanne du membre. Donc, le diagnostic repose sur reconnaître l'ischémie aiguë, reconnaître la topographie de l'obstruction artérielle, reconnaître le mécanisme de l'obstruction artérielle, est-ce qu'une thrombose ou là un accident embolique, reconnaître la gravité de l'obstruction artérielle sur les signes neurologiques. Donc, à l'interrogatoire, il faut préciser l'heure de début, c'est-à-dire pour savoir la durée de l'évolution de l'ischémie. Généralement, chez un sujet jeune, après 6 heures, l'ischémie devient dépassée. Donc, le geste de revascularisation n'est pas bénéfique pour le malade et la conduite à tenir, c'est l'amputation du membre. La hauteur du territoire douloureux est importante. Plus cette hauteur elle est importante, plus les conséquences en post-op sont plus importantes. L'âge du patient, ça diffère s'il s'agit d'un sujet jeune ou un sujet âgé. Des antécédents de cardiopathie potentiellement emboligène avec son évolution récente et son traitement pour éviter les récidives. Ça ne sert à rien si je ne traite pas l'étiologie. Donc, le malade peut faire un deuxième accident embolique. Il va donner un deuxième accident ischémie du membre. Les antécédents cardiovasculaires comme les AVC, les AOMI, les anévrismes, l'HTA, maladie et thromboembolique veineuse. On a déjà parlé de maladies, la formation de thrombus au niveau de la circulation veineuse. Donc, le mécanisme de l'ischémie aiguë, c'est l'embolie paradoxale, c'est-à-dire le passage pas à travers un shunt ou un orifice cardiaque, puis le thrombus va regagner la circulation artérielle. D'autres circonstances cliniques comme le traumatisme, intervention chirurgicale, cathétérisme, etc. Le début est brutal, disparition des peaux périphériques, douleur spontanée intense accompagnée d'une impotence fonctionnelle du membre. Lors d'une ischémie, le membre devient impotent. Le membre apparaît livide, il est froid. Les veines superficielles sont collabées. Lorsqu'on fait l'examen physique d'un patient atteint d'une ischémie aiguë, on voit les veines superficielles sont vides, sont très collabées. Les troubles de la sensibilité et la motricité sont de degrés d'intensité variables. Donc, c'est l'examen neurologique qui se fait de façon bilatérale et comparative qui va déterminer
l'importance des troubles neurologiques, que ce soit sensitifs ou moteurs. Si on trouve à l'examen clinique que le malade ne sent pas aux stimulations, qu'il est immobile, on parle déjà d'un tableau d'une ischémie dépassée. Dans ce cas-là, il ne faut pas envoyer le malade pour la prise en charge chirurgicale de revascularisation, mais plutôt vers l'amputation, puisque l'ischémie, elle est dépassée. Le membre du malade ne sent pas, et en plus, il est immobile. Donc, il est en paralysie sensitive ou motrice. L'examen général, il faut toujours faire l'auscultation cardiaque à la recherche d'une arythmie, une valvulopathie mitrale ou aortique ou les deux à la fois, auscultation pulmonaire, palpation des autres artères périphériques. Généralement, la palpation se fait de façon bilatérale et comparative des deux membres. La mesure de la pression artérielle, la recherche d'un éventuel déséquilibre hémodynamique. Certains malades, surtout les sujets âgés atteints d'une anomie, un débit cardiaque peut se compliquer d'une ischémie du membre puisque l'hypoperfusion du membre sténone, déjà malade par les plaques d'athérome, va favoriser l'hypercoagulabilité au niveau du membre déjà malade par l'athérome. Rechercher une autre embolie associée. Si le malade a une cardiopathie emboligène, il peut donner plusieurs accidents emboliques, soit au niveau du cerveau, au niveau des deux membres, etc. Sans oublier de faire l'auscultation des axes artériels du membre à la recherche d'un souffle, puisque les artères sténosées, dans l'auscultation, trouvent toujours un souffle. De l'abdomen à la recherche d'une anomalie au niveau de l'aorte abdominale, du cou à la recherche d'un souffle éventuel. Comment reconnaître la topographie de l'obstruction? Donc, obturation artérielle aiguë au niveau fémoro-poplitaire, on donne un tableau d'ischémie distale à la fois de la jambe et du pied. L'obturation artérielle aiguë au niveau de l'artère iliaque et fémorale commune donne une ischémie de la jambe qui peut atteindre la cuisse. L'obturation artérielle du carrefour aortique, c'est-à-dire au niveau de la bifurcation de l'aorte abdominale, c'est une urgence vitale caractérisée par un tableau d'ischémie des deux membres atteignant les deux membres inférieurs, une paralysie sensitive-motrice simulant une paraplégie, les pouls fémoraux des deux membres sont absents, les signes généraux sont souvent au premier plan avec au max un collapsus cardiovasculaire. Donc, toute la partie, tous les deux membres inférieurs sont en état d'ischémie des membres. Comment reconnaître le mécanisme de l'obstruction? On a deux mécanismes généralement, l'embolie ou les thromboses artérielles. Donc, les embolies artérielles touchent pour l'âge, c'est plutôt jeune. Pour les thromboses, ça touche généralement les sujets âgés. Dans l'apparition, elle est brutale pour le premier groupe et progressive ou rapide pour le deuxième groupe. La douleur, elle est aiguë dans le premier groupe et sévère, plus modérée dans le deuxième groupe, puisque les patients dans le deuxième groupe ont généralement une suppléance par la circulation collatérale dont les signes d'ischémie sont moins importants. La température cutanée, elle est fortement diminuée. Dans le groupe 1, le membre il est toujours froid. Généralement, dans le type 2, ça est diminué de façon inégale. Les anomalies cardiaques, généralement, causes emboliques, sont présentes dans le premier groupe et absentes dans le deuxième groupe. Les facteurs favorisants, c'est généralement le passage d'une arythmie complète par fibrillation pour le premier groupe ou un bas débit cardiaque ou hyperviscosité sanguine dans le deuxième groupe. Les cas d'hyperviscosité sanguine, c'est généralement post-opératoire, les patients atteints d'une cardiopathie congénitale, les patients atteints d'une en post-opératoire, les patients atteints du tumeur du sang, etc. L'examen complémentaire de l'artériographie trouve un signe radiologique caractéristique, c'est l'arrêt en QP. Pour le type 2, c'est des lésions ulcérées de l'aorte, athérosclérose diffuse avec des arrêts irréguliers, qui témoignent que les axes artériels sont déjà malades. Comment reconnaître la gravité de l'obstruction? On a 3 stades selon la classification de Rutherford. De classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1, c'est le membre, il est toujours viable, avec membre pâle, froid, non douloureux, absence de troubles sensitifs-motrices à l'examen physique. Si on réalise un Doppler, le flux artériel il est audible. Le traitement, c'est de faire une revascularisation par des obstructions, plus mettre le malade sous traitement anticoagulant. Pour le type 2, l'ischémie elle est réversible en cas de reperfusion. Le membre il est douloureux, froid, ferme, sans rigidité. Donc,
on a deux stades, l'ischémie discrètement menaçante. Dans ce cas-là, c'est l'apparition des troubles sensitifs sans trouble moteur. Pour le type 2, donc une ischémie immédiatement menaçante avec douleur de repos, apparition des signes sensitifs avec des troubles moteurs. Il faut faire toute la conduite à tenir, revascularisation en urgence avec mise du patient du traitement du coagulant. Le dernier, c'est l'ischémie irréversible, c'est-à-dire l'ischémie dépassée. Le membre il est rigide, peau bleutée ou marbrée, avec douleur importante, anesthésié, paralysé au-dessus du pied, avec absence de remplissage capillaire. Si on fait une Doppler artérielle et veineux, on ne trouve aucun flux, que ce soit artériel ou veineux. Dans ce cas, la prise en charge, c'est l'amputation du membre. Donc, certaines complications peuvent avoir la même présentation clinique que l'ischémie aiguë, c'est l'ischémie critique. L'ischémie critique, c'est le stade 3 et 4 des ischémies chroniques, les artériopathies obliterantes du membre inférieur. On a 4 stades. Le premier stade, on va voir ça dans le prochain cours. Le premier stade, c'est l'abolition du pouls. Le deuxième stade, c'est la douleur au repos, la douleur à l'effort, claudication intermittente. Puis on a le stade 3 et le stade 4, c'est de l'ischémie critique. La thrombose veineuse profonde, donc vous avez déjà le membre, dans ce cas-là, il est chaud, à la différence douloureux, mais il est chaud. Il y a une sciatalgie aiguë, c'est une atteinte du nerf sciatique, les lésions musculaires post-traumatiques ou les patients en état de choc, c'est-à-dire le malade en état de choc. On trouve que le membre et les extrémités sont froides, les peaux perfusées avec des veines plates, etc. Les pouls faibles. Pour le traitement est à la fois une urgence vasculaire, le traitement est à la fois médico-chirurgical. Médical, c'est l'héparinothérapie, donc il faut donner au malade l'héparine qui doit être administrée dès le diagnostic est posé et évite l'extension. Son but est d'éviter l'extension du thrombus en aval et en amont de l'oblituration. Il faut donner au malade des antalgiques puisqu'il souffre de malade, avec des mesures d'ordre général comme la correction d'anomalies de la classe sanguine, transfusion, perfusion de macromolécules, rétablissement d'un bon état hémodynamique, traitement de l'hypercalémie, traitement de l'acidose métabolique, prévention de la tubulopathie par un remplissage adéquat, faire une antibiothérapie à large spectre couvrant les anaérobies dans les ischémies évoluées, associer une surveillance clinique hémodynamique, débit urinaire, ionogramme sanguin urinaire avec gazométrie artérielle pour rechercher une acidité. Les fibrinolytiques peuvent être administrés par voie générale, sont proscrites en raison de sa faible efficacité des risques hémorragiques importants, comme la streptokinase administrée par voie générale, c'est-à-dire par voie veineuse, ou on peut faire de la fibrinolyse locale. Peut être efficace, comporte peu de risques hémorragiques, réalisé par un cathète d'artériographie au contact direct du thrombus. On fait l'injection grâce à une pousse seringue au niveau du thrombus pour faire la lisse du caillot. Généralement, c'est l'embolectomie à la sonde de Fogarty. C'est un catéminu d'un ballon à proximité et permet la revascularisation artérielle. Comme vous voyez ici, on a fait l'introduction d'un cathé de sonde de Fogarty jusqu'en aval du thrombus, puis on va gonfler le ballonnet qui se trouve en distalité du sonde de Fogarty et on va retirer progressivement le thrombus. La thromboaspiration qui consiste à aspirer le caillot sanguin. La chirurgie restauratrice, c'est les pontages artériels en urgence, généralement indiqués pour des patients ayant déjà des axes artériels malades. Gestes associés, les aponeurotomies, c'est-à-dire on fait des incisions au niveau des aponevroses pour diminuer la pression dans le compartiment musculaire et donc améliorer la circulation distale en ouvrant les loges osteo-fibrineuses. Lavage du membre dans les ischémies graves, comme les ischémies des deux membres inférieurs. Dans ce cas-là, la quantité des catabolites ou des toxines produites par les deux membres inférieurs, si on fait un levé d'obstacle en urgence, donc le passage de ces radicaux libres dans la circulation générale vont donner rapidement une difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut faire un lavage du membre pour se débarrasser de ces catabolites
ou des substances toxiques. Amputations indiquées en cas d'ischémie dépassée. Ischémie dépassée se voit lorsque le membre du malade ne sent pas et a aucune activité motrice. Donc, en conclusion, c'est une urgence médico-chirurgicale. Son diagnostic, il est purement clinique, donc il ne faut pas embêter les malades par des examens complémentaires inutiles. Le pronostic qui double, il est à la fois vital et fonctionnel et dépend de la précocité diagnostique et thérapeutique. Plus le diagnostic est posé précocement, plus la prise en charge thérapeutique est posée précocement, plus le pronostic du patient vital et fonctionnel est correct.